Bonsoir à toutes et à tous, aimables téléspectateurs d'Évasion Guinée, bienvenue dans l'entretien qui reçoit aujourd'hui Monsieur Mohamed Traoré. Il est le nouveau directeur de fonds d'entretien routier. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous sur ce plateau de l'émission Entretien d'Évasion Guinée. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Traoré, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Monsieur Traoré? Bon, je suis Mohamed Traoré, ingénieur de ponts et chaussées. Et j'ai été successivement, si on reprend le départ, professeur de mathématiques à Dubreka, professeur de physique à Coléa et divisionnaire des travaux publics dans différentes préfectures, inspecteur des travaux publics et des transports dans toutes les régions de la Guinée, Zérekore, Boké, Kankan, Labé, je suis passé partout. Et en fin de compte, on peut abréger, inspecteur régional technique, et j'ai travaillé comme directeur adjoint au bureau d'études avant d'être chef de la division civile chargé du suivi et de l'évaluation des projets. Ensuite, directeur national des routes préfectorales et communautaires. Directeur national des routes préfectorales et communautaires, c'est conforme à la nouvelle structure, à l'organisation des travaux publics dans le cadre de la mise en application de la politique de gestion coordonnée et bien harmonisée qui figure dans le projet victorieux du professeur Alpha Condé. Et enfin, je me retrouve aujourd'hui directeur général du fonds d'entretien routier. Depuis quelques semaines, vous êtes le nouveau directeur de ce fonds d'entretien routier. La question est de savoir, est-ce que vous êtes en mesure de gérer cette structure? Cette question de savoir si on peut gérer cette structure, vous pouvez gérer si je peux gérer cette structure, je pense que la responsabilité est lourde. Vous allez me permettre de vous faire un petit rappel sur cette histoire de gestion des routes en Guinée. Nous allons en venir. La question est de savoir, est-ce que vous êtes en mesure de gérer cette structure, monsieur le directeur? Je pense que c'est la moindre des occupations. Elle est moindre dans les occupations que j'ai occupées au département. Parce que j'ai été inspecteur général des travaux publics et des transports. D'accord. Ce qui veut dire que vous êtes en mesure de gérer cette structure. Bien sûr. Un peu pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le fonds d'entretien routier? Le fonds d'entretien routier est un établissement à caractère industriel et commercial qui reçoit les fonds ici pour payer et rien que les travaux d'entretien routier. Cet établissement, c'est un établissement autonome, mais qui est placé sous la tutelle du ministère d'État chargé des travaux publics et des transports. La principale ressource du fonds d'entretien routier aujourd'hui est la redevance sur les produits pétroliers qui est tirée de la TSPP, taxe sur les produits pétroliers, et qui est de 250 francs par litre de gasoil ou d'essence vendue à la pompe. Et à partir de là, vous avez une moyenne de 12 à 13 milliards par mois. Et ce qui veut dire, dans l'année, vous allez avoir 12-13 milliards fois 12, les 12 mois de l'année pour savoir le montant exact. Mais on le multiplie par 11 parce que le 12e mois, le paiement se fait N+1. Le 12e mois, c'est payé au premier mois de l'année suivante. Donc, vous le multipliez par 11, vous avez ce montant. Mais ce montant par rapport à ce qu'il y a comme effort à consentir dans l'entretien routier est excessivement faible. Je vais vous dire, le réseau routier guinéen, c'est 43 348 km. Selon vos CV, vous êtes spécialiste à la matière. Faites-nous d'abord parlez-nous un peu sur l'historique de ce fonds. L'historique du fonds a été institué suite à la libéralisation. Parce que nous avons traversé 3 périodes en ce qui concerne la structure des travaux publics. La période coloniale, c'était des arrondissements, et les principaux arrondissements étaient Conakry, Mamou, Kankan et Massanta. Et à l'indépendance, ces arrondissements ont été transformés en division des travaux publics, conformément aux structures régionales qui existaient. Donc il y avait la division des travaux publics de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Et ça, c'était la première république.
À l'époque, les préfectures étaient appelées des régions. Au niveau de ces régions, il y avait une structure des travaux publics, c'était la subdivision des travaux publics. Et là, les travaux d'entretien étaient exécutés à ces différents niveaux. Et ces efforts étaient supportés par les brigades nationales. À ces niveaux, c'était des petits efforts de contenance, de boussage, de trous, de traitement et de reconstruction des ponts, surtout les ponts en bois qu'on faisait à l'époque. C'était sur cette base-là. Et les travailleurs étaient devenus très compétents. Mais avec la mondialisation, avec la Deuxième République, il était question maintenant de rentrer dans la libéralisation. Alors on a mis fin à l'exécution des travaux en régie et nous sommes rentrés directement dans la privatisation. Cette privatisation devrait bénéficier des mesures d'accompagnement. Ces mesures n'ont pas existé parce que les PME ont été créées et ces PME devraient être supportées par les banques. Mais qu'est-ce qui se passe? La création des PME aussi, il y a eu un problème. Le personnel rompu, le personnel des travaux publics qui est rompu à la tâche, ne disposait pas des moyens financiers pour former, pour créer des entreprises. Donc il y avait certaines personnalités qui étaient d'autres secteurs, qui avaient de l'argent, qui ont créé ces entreprises, bien qu'elles ne disposaient pas de la compétence en matière de travaux publics. Ça a été un inconvénient et ces PME n'ont pas bénéficié aussi de support, donc il y a eu des malfaçons. Ces malfaçons ont été complétées par d'autres réalités aussi. Dans le cadre du montage des contrats, puisque nous parlons maintenant de l'entreprise, il faut monter les contrats, il faut les soumettre au financement, il faut élaborer des contrats. L'identification des contrats prend un certain nombre de temps. Je donne un exemple pratique aujourd'hui, puisque nous souffrons tous de ça, en ce qui concerne les trous. Pendant l'évaluation, le trou a 10 cm, on voit que le trou a effectivement 10 cm. Il faut un temps pour monter le contrat, il faut un temps pour l'attribution, et au moment, il faut un temps pour le paiement de l'avance de démarrage. Ce paiement intervient à un moment où ce trou qui avait 10 cm est passé à 15 ou à 20 cm. Vous vous imaginez ce qui va se passer. Et ensuite, à travers ça, la capacité des entreprises, au départ qui ne disposaient pas de matériel et qui doivent faire ce travail-là. Et en plus, ces PME n'avaient pas le matériel nécessaire, le matériel approprié pour ces trous. Donc je vais vous dire, non, ça se fait sentir. Laisse-moi continuer d'abord. À travers tout le territoire national, aujourd'hui, la Troisième République a hérité des routes entièrement cassées. Je vais vous dire. Non, je pense que nous allons revenir. Moi, je voudrais tout d'abord savoir d'où provient le financement du fonds d'entretien routier. J'en ai déjà parlé de ça. C'est la redevance sur les produits pétroliers. Comment ça se passe? Et il y a des taxes qui sont instituées par l'État sur les produits pétroliers. À travers ces taxes qu'on appelle TSPP, taxes sur les produits pétroliers. Et là, il y a une part qui est réservée pour l'entretien routier, qui est de 250 francs par litre de gasoil ou d'essence vendue à la pompe. Et c'est ce que je vous disais. Donc, en moyenne, il tombe dans la caisse du fonds d'entretien routier 12, 13, 14 milliards de francs mensuellement. C'est là les fonds, les ressources du fonds routier. Quel est le budget du fonds routier aujourd'hui? Le budget du fonds routier, si vous voyez 12, 13, 14 milliards par mois, vous le multipliez par 11, vous avez déjà le budget du fonds routier. Parce qu'il n'y a pas d'autres sources. Les sources qui sont prévues, les sources additionnelles, c'est le péage qui n'est pas encore rentré en application. On a essayé d'installer les postes de péage qui sont en expérimentation et pour lesquels le fonds d'entretien routier débourse trimestriellement près de 82 millions de francs par poste. Mais est-ce que cela se sent aujourd'hui sur le terrain? Cela se sent sur le terrain parce que si vous constatez à l'entrée de Koya, par exemple, il y a des camions qui viennent charger, des camions qui doivent prendre 10 tonnes. Tu trouveras que c'est des camions qui ont 12 tonnes déjà. Donc au barrage, on les arrête et on fait débarquer le tonnage supplémentaire. Donc les chauffeurs commencent à comprendre que maintenant il y a des points qui ne permettent pas le passage, le transit
des charges supplémentaires. Parce que les charges supplémentaires aujourd'hui constituent l'une des conditions du défoncement de nos routes. Quelle est la situation des routes aujourd'hui, mon directeur, sur l'étendue du territoire national, plus précisément dans la capitale Conakry? D'abord, sur toute l'étendue du territoire, je vous ai dit qu'on a 43 348 km sur toute l'étendue du territoire. L'état des routes, je vous la donne. Et vous prenez la Deuxième République, qui a beaucoup travaillé sur le financement extérieur. Mais je vais vous dire, de 84 à 94, il n'y a pas eu d'intervention sur ces routes-là. C'est à partir de 94 qu'il y a eu la réunion des bailleurs de fonds, qu'on a appelé Lomé 4. Lomé 4, ça s'est déroulé à Lomé, c'est là où les investissements ont été libérés. Suite à cette libéralisation, il y a eu des travaux de 95 jusqu'à 2008 et pratiquement jusqu'en 2005. Et là, le montant qui a été mis en mouvement avec cette assistance extérieure-là était d'environ 600 millions de dollars. Les 600 millions de dollars ont permis la réalisation de 2000 km. 2000 km, aujourd'hui, en bon état, il n'y a que 10% qui se sont volatilisés. Par suite de quoi? La mauvaise exécution, le suivi, la mauvaise gestion, on a regardé, on a laissé faire, il y avait cette impunité, et voilà aujourd'hui ce que la Troisième République a eu comme héritage. La destruction, la Troisième République a hérité des routes entièrement détruites. Et vous voyez au niveau de la capitale, de Kaloum, les chaussées qui ont été réalisées dans les années 70, de 60 à 1970. Donc il y a un vieillissement qui est énorme. Et en plus de ce vieillissement, il y a eu un travail d'assainissement dans la presqu'île de Kaloum où on a installé des conduites d'assainissement. Au milieu de ces chaussées, on a défoncé toutes les chaussées. Il n'y a pas eu la technique nécessaire pour le reboussage. Aujourd'hui, toutes les rues, toutes les voies de Kaloum sont défoncées. Il faut une réhabilitation totale. Ça, c'est la ville de Conakry. Face à cette situation, d'abord au niveau global, au niveau du territoire national, on n'a pas les fonds nécessaires. Si vous prenez aujourd'hui la construction d'un kilomètre de route, c'est aux environs de 500 000 € par kilomètre, soit 5 milliards de francs guinéens par kilomètre. Et pour l'entretenir, les différents maîtres d'ouvrage, quand je regarde les différents contrats, ils ont par kilomètre près de 100 millions par kilomètre. Ça veut dire, s'il faut faire face à l'entretien des 43 000 km, il faut 43 000 milliards de francs guinéens pour pouvoir le faire. Et quand vous voyez, même si vous arrondissez les ressources du fer à 200 milliards, ça veut dire que c'est une goutte dans un océan. Ce n'est rien, c'est pour ça. Ça fait beaucoup d'argent, mais est-ce que la Guinée est en mesure de subventionner tout ça? La Guinée n'est pas en mesure de le faire. Comment vous pouvez trouver les moyens alors pour faire face à tout cela, monsieur le directeur? Très bien, très bien. D'abord, au niveau du fonds routier, nous avons estimé que le gap qu'on pouvait faire suite à l'évolution vraiment des trafics et à l'exploitation, c'était de relever la redevance à 500 francs par litre de carburant vendu. Mais à partir de 2009, l'accord a été donné par le ministre des Finances, à partir de 2009, de relever cette RER à 350. Et depuis ça, nous sommes en train de mener des courses pour que cela soit effectif. À l'heure d'aujourd'hui, c'est indispensable de le faire parce qu'il faut faire un programme pour s'attaquer à toutes les routes. Mais ce qui est choquant, c'est que tout le monde reconnaît que les routes sont cassées. Mais à d'autres responsables, vous posez ce problème et disent « Ah non, et notre part dans la TSPP ». Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir définir les priorités. Les priorités aujourd'hui, c'est la route. Et en tant que tel, tous les efforts doivent être concentrés à ce niveau. Donc je demande à tout le monde cette compréhension-là pour que nous puissions sortir de ça. Je vous dis, toute la bonne volonté du président de la République, si jusqu'en 2008, il n'y a eu que 600 millions de dollars assistance extérieure, à partir de là, nous, on a bénéficié, avec la Troisième République, il y a eu l'ouverture du pays. Mais vous savez, il y a certains bailleurs de fonds qui assistent
sous forme, avec des conditionnalités politiques telles que l'Union européenne, qui dit, bon, d'accord, nous avons des fonds, nous les mettrons à votre disposition, mais il faudrait bien qu'il y ait l'Assemblée nationale, c'est conditionné à ça. C'est pour ça, je dis, tous les Guinéens qui sont patriotes doivent se lever pour aller à ces élections, pour avoir l'Assemblée. L'Assemblée nationale, c'est fait pour quoi? L'Assemblée nationale, c'est fait pour l'approbation des accords de coopération. Et à partir de ces accords, nous pouvons avoir des financements, nous pouvons aider l'État guinéen. En plus du budget national de l'État, nous pouvons bénéficier de l'assistance extérieure pour pouvoir s'occuper de notre développement. Donc, à cette classe politique, qu'elle soit de la mouvance ou de l'opposition, je les invite à la compréhension, à mettre tous les efforts pour que nous partions aux élections, pour qu'il y ait notre assemblée, pour que les accords soient approuvés et pour que nous arrivions à franchir ces caps. C'est que chacun de nous... J'ai bien compris, les messages viendront à la fin. Depuis que vous êtes nommé à ce poste de directeur de fonds d'entretien routier, est-ce que vous avez mené des enquêtes pour savoir quelle est la cause réelle de cette dégradation de route? La cause réelle, les causes sont multiples. Je vous ai parlé du vieillissement. Je vous ai parlé de la mauvaise gestion qui a caractérisé le temps passé. Je vous parle encore du peu de considération. Même le minimum, les maigres investissements aussi qui étaient obtenus dans ce cadre-là ne sont pas arrivés à leur objectif. Parce qu'il y avait des gens, il y avait la corruption qui était vraiment là de façon exagérée. Et ensuite, il n'y avait aucune considération pour le bien de l'État. Je vais vous dire, quand vous prenez par exemple la route Mamou-Daboula, vous prenez Daboula-Kouroussa, aujourd'hui tout le monde se plaint. Vous prenez Kitidou-Guéguédou, tout le monde se plaint. Ça même comprendre. Il y a eu des contrats dessus. Mais, avant même la fin des travaux, il y avait déjà les dégradations. Donc, ces lourds investissements n'ont pas permis à la route de tenir pendant un an. Et ça, aux yeux de tout le monde. Et qui est responsable? La responsabilité, ce sont les gestionnaires. Parce que quand j'ai écouté Paix à Sodam, le journal L'Ancien Comté, il a dit, je ne connais pas, je fais appel aux hommes qui connaissent. Ceux dont il a fait appel n'ont pas fait convenablement leur travail. Vous étiez parmi ces gens sous le directeur. Mais j'étais loin de là. J'étais fonctionnaire de l'État, marginalisé, oublié, mis de côté, et tu n'oses pas parler. Tu n'oses pas parler. Je vous donne un exemple. Quand j'ai vu la route de Anta-Dabumpa, j'ai vu on a fait des rechargements lourds. L'ingénieur d'abord, c'est le créateur de l'harmonie entre la route et le terrain naturel. Ils ont fait des rechargements qui arrivaient aux fenêtres de certains bâtiments. Ce n'est pas ça. Pour la simple raison que le mètre cube de terre qui était transporté coûtait plus cher. Donc c'était une façon pour eux de gonfler les quantités de terre pour pouvoir bénéficier plus. Ce n'est pas ça. Nous avons vécu. Et malgré ça, ce travail n'a pas été terminé. Il a fallu le professeur qui a mis près de 300 milliards pour soulager la population, finir ses travaux. Et le professeur, il est dans ses dispositions. Pourquoi il a décidé il faut continuer cette route? Et il y a un projet de près de 415 milliards qui est signé à partir pour poursuivre deux voies jusqu'au kilomètre 36. Il y a un autre contrat de 185 milliards qui doit joindre le kilomètre 36 à Koya avec une extension de la société sur 10 mètres de large. Tous les ouvrages seront repris. Et à travers ça, le président a insisté, il faudrait bien que ce qui est dans les contrats, que ça soit respecté. Si une entreprise de construction bénéficie et adjudicataire d'un contrat, l'entreprise a la responsabilité d'entretenir les tronçons. C'est ce message que j'ai transmis aux sociétés qui ont la responsabilité de construire. Donc pendant cette période hivernale, ces sociétés ont l'entière responsabilité d'assurer la maintenance
sur les tronçons qu'ils ont sur le contrat. Et les autres... Est-ce que vous pensez que ces sociétés font aujourd'hui les travaux? Mais c'est justement ce qui est en train de se faire, parce que vous allez de Dapompa au kilomètre 36, OAS est en train de travailler, et sur les autres secteurs. Avant-hier, on était au carrefour du kilomètre 36, vous pouvez aller voir, il y a un changement qui est en train de faire. Si vous prenez Kabylie... Les voiries urbaines, ça tape. Les voiries, je vous ai parlé du vieillissement, d'une réhabilitation totale. Pour le moment, à cette période hivernale, ce que nous pouvons faire, c'est le souci du président de la République. Il a dit qu'il faut un programme minimal d'urgence pour le faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire à cette période? On ne peut pas toucher à la terre. On ne peut pas manœuvrer les engins. On ne peut pas mettre le revêtement. La seule opération à faire, c'est le bouchage des trous. Et ces opérations sont en cours au niveau de toutes les 5 communes. Nous les avons ciblées. Il y a un tronçon qui a été mis hors, que vous connaissez, c'est le tronçon de Madina au carrefour Sogifab. Ce tronçon a dépassé. Ce n'est pas un problème de bouchage qu'il faut, c'est un problème d'assainissement, c'est un problème de construction qu'il faut le faire. Donc ce seul tronçon a été exclu et de Sogifab à Constantin, l'entretien va se faire, de Constantin à Dabondi pour rattraper la nationale, ça va se faire. Il y a un programme au niveau des 5 communes qui est en exécution maintenant. Nous avons les contrats, l'évaluation a été faite et nous travaillons dans ce cadre-là. Ce tronçon de Madina, le projet, ça va commencer quand et ça va prendre combien de temps? Dès après la pluie. Dès après la pluie. Le contrat qui a été ficelé, c'est environ 279 milliards de francs que le président, par sa bonne volonté, a voulu mettre à la disposition de ces entreprises pour mener ces travaux, en attendant qu'on ait notre assemblée, en attendant qu'on ait d'autres ressources supplémentaires. Voilà ce qui se passe. Monsieur le directeur, vous parlez beaucoup du président. Est-ce que vous pensez que professeur Alpha Condé pourra gérer la nation? Je vous remercie. Si vous posez cette question, elle ne mérite pas d'être posée. Pourquoi? Parce que le professeur, il a mené un combat durant des années. Il a dit, je veux rassembler les Guinéens. Il a dit, je veux construire cette nation guinéenne. Il est dans ce cadre-là. Il n'a pas de préférence. Il a pris tous les Guinéens sur le même pied d'égalité. Et c'est pour ça, le peuple, dans son écrasante majorité, l'a élu comme premier président démocratiquement élu de la Guinée. Et cet homme-là, qu'il faut aider avec cette détermination qu'il a, pour asseoir, pour construire le bonheur de ce peuple. Voilà pourquoi je parle de lui. Avant lui, il a eu affaire à d'autres candidats qui existent, mais qui n'est pas mêlé à des affaires aujourd'hui. C'est le seul qui n'a pas été mêlé à la gestion. C'est ça, c'est un problème de conviction. Il ne s'agit pas de dire, tac, je me lève, j'ai goûté la gouvernance, je veux être président de la République. Ce n'est pas de cette façon-là. On n'a pas besoin de faire la campagne de quelqu'un. Rien que les actes. Les actes traduisent. C'est le travail qui traduit. Et ce qui s'est fait sur le terrain, personne ne peut se réclamer. Aujourd'hui, que les gens disent, ah, quand j'étais là, nous avons bitumé, nous avons fait 2000 km. Où sont ces kilométrages-là aujourd'hui? Nulle part. Avant même qu'ils ne quittent le gouvernement, les kilomètres réalisés ont disparu. Monsieur le directeur, on en reviendra après. Donc, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est de mettre la responsabilité, attention, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est de mettre la responsabilité de ces dégradations au compte de la Troisième République. Parce qu'ils savent. De votre gestion de cette structure, je veux bien savoir, vous venez à cette structure, déjà des contrats sont signés avec des entreprises. Comment comptez-vous faire? Parce qu'il s'agit des contrats indéterminés. Comment comptez-vous s'y prendre à ce niveau? Qu'est-ce que vous appelez contrat indéterminé? Parce que vous avez dit que le fonds a été mal géré. Forcément, selon des sources sûres, selon des enquêtes, il y a des entreprises déjà qui ont des contrats indéterminés avec le fonds d'entretien routier. Non, il n'y a pas de contrat indéterminé. Certes, il y a eu des contrats. La délivrance des contrats ne relève pas du fonds d'entretien routier. Il y a les différents maîtres d'ouvrage d'art. Il y a la direction nationale, le principal maître d'ouvrage d'art, c'est la direction nationale de l'entretien routier, qui élabore son programme, qui le soumet au conseil d'administration du fonds d'entretien routier. En fonction des possibilités, des disponibilités financières du fonds, alors ces programmes sont approuvés. Et après approbation, alors c'est les appels d'offres qui suivent, ces contrats sont affectés. Mais c'est une occasion pour dire, nous avons des PME. Il y a certaines qui travaillent bien,
d'autres qui ne font pas bien leur travail. Il y a des missions de contrôle qui sont vigilantes dans leur opération, d'autres ne le sont pas. Et l'instruction du président de la République, c'est de payer le travail bien contrôlé, bien exécuté. Donc je fais appel à ces entreprises, aux différentes missions de contrôle, de faire en sorte que le peu que nous réaliserons, que ce peu soit correctement exécuté. Et nous sommes sur cette voie et je pense qu'il faut suivre ça. J'ai trouvé au niveau du fonds d'entretien routier l'immatriculation des projets qui se faisait pêle-mêle par les maîtres d'ouvrage. Il n'y avait pas d'ordre. Chaque maître d'ouvrage mettait ses numéros sur les marchés. Alors là, ça rend la gestion difficile. Or, le fer est exposé à l'inspection d'État, le fer est exposé aux audits internes. Il faut faire les documents de telle manière qu'il y ait une simplicité de la part de ces inspecteurs. Et dans ce cadre-là, la première disposition a été que tous les nouveaux marchés, l'immatriculation, la numérotation partira du fer parce que c'est le fer qui est la source du financement. Ce qui est sur le budget national, c'est au niveau du budget national et la numérotation se fait là-bas. Il n'y a plus maintenant à avoir des numéros désordonnés pour dire je veux le faire. Et en plus de ça, toute PME dont l'incapacité sera constatée, nous allons le mettre sur la liste de boycott pendant une durée de son perfectionnement. Et à part de ça, tous les marchés, tous les contrats qui seront signés, d'abord, ils sont conformes au budget approuvé et le fer est disposé à payer automatiquement les avances de démarrage pour que les travaux démarrent. Mais ce qui va suivre, tous les décomptes, toutes les facturations seront soumises à des vérifications. Et ensuite, puisque c'est l'État qui les paye, à travers un établissement public, l'État aussi, ils ont des comptes à rendre. Quels comptes? Ils doivent s'acquitter aussi des taxes de l'État. Le quitus, nous allons les vérifier. Et on a commencé les premières vérifications. On a trouvé le quitus fiscal. On a trouvé, il y a des quitus quand même qui n'ont pas été reconnus. Donc je dis, pour les contrats à venir, alors les services qui ont la responsabilité de délivrer les quitus seront consultés pour nous donner la bonne version, pour confirmer vraiment la véracité des différents quitus et nous allons partir sur cette base-là. Et je fais appel aux entreprises, c'est de bien travailler. Toutes celles qui vont bien travailler seront les amis du fer, nous n'aurons pas de calcul à faire. Mais toutes celles qui vont mal travailler, nous ne pouvons pas le faire. Aujourd'hui, nous sommes soumis à des contraintes. Mais je refuse justement des contraintes. Voilà. Des contraintes, c'est quoi? J'ai trouvé un certain nombre de factures. Depuis 2 mois, 3 mois, ces factures n'ont pas été signées. Mais ça ne relève pas de ma responsabilité. Parce que j'ai trouvé ces factures en place. Ce que je dis à ceux qui ont produit ces factures, c'est de prendre de la patience parce qu'on est en train de faire la situation. On fait la situation des reports d'engagement. Il y a des marchés de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Quand c'est l'entretien routier, on dit qu'il faut payer ça en 2013. Donc on va faire la situation. On va donner les dates de signature, les références des contrats, les libellés des contrats, les montants des contrats, les paiements effectués, les soldes. C'est valable pour les reports d'engagement, mais c'est aussi valable pour les marchés en cours. À partir de ces réalités, nous allons faire les calculs, voir ce qui est à payer aux entreprises, on doit les payer, mais par rapport à la disponibilité du fer, pour ne pas signer des contrats où le fer ne sera pas capable d'honorer ses engagements. C'est pour ça que je demande la patience aux entreprises. Et parallèlement à ça, j'ai demandé à mon service de faire une liste détaillée de tous les projets, préfecture par préfecture. J'aurai l'occasion, de façon directe ou indirecte, ou autre chose, d'avoir les échos sur l'existence, sur la réalisation effective de ces travaux. Pourquoi? Parce que déjà que j'arrive au fer, j'ai reçu de la part du ministre d'État chargé des travaux publics des plaintes où les gens disent nos ponts sont inaccessibles parce que les remblais n'ont pas été faits. C'est valable pour Kanfrandé, c'est valable pour Koundara, c'est valable pour Pandiazou. Il faut quitter ce cadre-là. Pourquoi nous finançons? C'est pour que les populations puissent les utiliser. Mais si cette utilisation n'est pas possible, il n'y a aucune nécessité de financer. C'est pour ça, j'ai dit,
à partir de maintenant là, on va présenter les factures. Quand vous présentez une facture qui comporte la construction d'une dalle, vous payez cette facture, l'entreprise après ne va pas réaliser les remblais. Donc les remblais peuvent être réalisés avant ou être exécutés en même temps que la dalle ou dès après la dalle, l'entreprise produit la facture. Rien ne sert à dire j'ai construit un pont, j'ai construit un dallo, s'il n'est pas exploitable par les usagers. Je voudrais qu'il y ait cette compréhension. Je voudrais bien que les entreprises comprennent que je suis leur ami, je ne serai jamais leur ennemi. Mais ce qu'on m'a demandé, c'est des résultats concrets. Et ce sont ces résultats que je veux obtenir. Je leur prie de m'aider dans ce sens. Je prie les maîtres d'ouvrage aussi de veiller à l'attribution des marchés. Je prie les maîtres d'ouvrage et les missions de contrôle d'être exigeants dans la vérification des différentes opérations contractuelles. C'est très important. Directeur, est-ce que vous sentez la corruption au niveau du fer? La corruption au niveau du fer, je viens d'arriver et je crois que personne ne m'a abordé dans ce sens. Je pense que vous ne soyez à ce poste, vous avez une vision du fer, hein, monsieur le directeur. Avant que je ne sois à ce poste, je ne me suis pas tellement intéressé vraiment au fer. Mais j'ai compris qu'il y avait des difficultés parce qu'il y a eu des retards de paiement. Et s'il y a eu des retards de paiement, c'est quelque part, il y a une mauvaise programmation. La mauvaise programmation, il faut veiller sur la programmation. On ne programme que quand c'est possible du pays. Ne programmer que vraiment, il faut programmer suivant les disponibilités du fer et avoir des réserves aussi. Parce que j'ai vu des travaux d'urgence qui sont vraiment dominants. Et il y a un problème plus grave, ce sont les avenants. Je veux dire aux maîtres d'ouvrage que je ne suis pas pour le principe des avenants. Les avenants sont généralement issus de la mauvaise évaluation des projets. Et les avenants sont beaucoup plus chers que les projets de base. Qu'est-ce qu'on appelle avenant? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est fait et par la suite on constate que il y a insuffisance quelque part, tel élément n'a pas été pris en compte, il y a ceci, il y a cela, et tout de suite on les met dans un autre document, il faut monter un autre marché qui sera annexé au premier, au marché de base. Donc il y a marché de base, il y a avenant. Et généralement ces avenants sont issus de la mauvaise évaluation. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas ça. Et faisons en sorte aussi qu'il faut réduire au niveau des maîtres d'ouvrage les travaux d'urgence, puisque c'est attendu. Tout le monde sait que les pluies sont violentes à Conakry, les pluies sont violentes en Guinée forestière. Il faut y tenir compte, il faut y penser dans l'évaluation. Je pense ici, il ne s'agit pas de programmer beaucoup, mais il s'agit de programmer ce qui est possible et l'exécuter correctement. Voilà ma mission. Il vous faut combien de temps pour qu'on attende un résultat de vous, monsieur le directeur? Je vous remercie. Je pense qu'il n'y a pas d'attente déjà. On est en train de sortir les situations des marchés, objets qui sont concernés par le report d'engagement, les marchés qui sont en cours, on va les sortir. Et ce qui concerne le programme d'urgence, déjà, vous voyez toutes les entreprises qui sont en train de casser maintenant, parce que c'est la seule opération qu'on peut faire, et les entreprises sont en train de travailler au bouchage des trous. Et les autres, dès après ça, c'est à partir du mois d'octobre qu'il va avoir un démarrage effectif. Mais je rassure les entreprises, malgré comment ils ont monté leurs factures, ce n'est pas mon problème, mais qu'elles soient rassurées qu'elles soient rassurées que les factures seront payées. Mais qu'elles soient rassurées aussi que tous les paiements seront vérifiés. Au cas où un travail n'a pas été exécuté, que l'entreprise sache que je la ferai appel. Mon directeur, on vous voit très engagé. Je reviens toujours à ma question. Il vous faut combien de temps pour atteindre des résultats de vous? Je pense que les résultats ont commencé à tomber. Il y a une opération, il y a un programme d'urgence qui est en exécution. Et au mois d'octobre, on va passer à l'approbation des budgets. Quand les budgets seront approuvés, il y aura le lancement des actions. Et ces actions, c'est des nouvelles actions qui seront élaborées sous ma signature et c'est ce que vous voulez entendre. Alors, ça c'est bientôt. Donc les anciens vont tomber. Les anciens, qu'est-ce que vous appelez les anciens? Les anciens contrats? Les anciens contrats, on doit les payer, mais à condition qu'ils soient bien exécutés. On ne peut pas les abandonner. L'administration, c'est une continuité. Ces contrats ont été signés, on va les prendre en charge. Mais je voudrais que tout se fasse
dans la normale, suivant la procédure régulière. L'argent du FER, c'est pour les travaux. Ce n'est pas pour le faire, c'est pour payer les travaux. Donc on n'a pas besoin de garder. L'évaluation du FER, c'est quoi? C'est par rapport à sa capacité justement de consommation. Mais il ne s'agit pas de consommer pour consommer. Parce que, je veux dire, il y a une autre personnalité qui m'a demandé, je suis directrice générale d'une entreprise et nos factures se trouvent là-bas. Depuis 2 mois, il faut payer parce que le professeur a demandé la réduction de la pauvreté, il faut payer les PME. J'ai dit, madame, je ne suis pas là pour payer les PME. Je suis là pour payer les travaux bien exécutés. Il faut que ça soit compris. C'est vrai, je suis là pour les PME qui exécutent, qui me permettent d'avoir de bons résultats. Et je dis au maître d'ouvrage, dès l'instant que le FER signe une facture, le FER devient automatiquement responsable au même titre que le maître d'ouvrage. Donc je leur prie qu'ils acceptent vraiment cette transparence entre nos différentes structures pour la réussite de la mission, des missions qui nous sont confiées. Merci, monsieur le directeur. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier mot? Le dernier mot, il y a le programme du président de la République. Un ambitieux programme de construction, de développement de la nation guinéenne. Je voudrais que les gens se mettent derrière ce programme. Je voudrais que les gens comprennent. Il n'a pas été un cadre, un gestionnaire de ce pays, il s'est mis à l'écart. Ceux qui ont eu à gérer ce pays, nous les connaissons parfaitement. Je vais vous dire l'une des causes fondamentales de la dégradation de ces routes aujourd'hui. Avant, il y avait un transport ferroviaire. Tous les poids lourds étaient transportés de Conakry à Kinya, à Mamou, à Dabola, à Kouroussa par le train. Mais imaginez-vous, on dit non, ces rails ne conviennent pas et sont métriques. Les rails métriques, c'est ce qui existe entre Dakar et Bamako, qui est opérationnel, qui est rentable. Entre Abidjan et le Bénin, à partir de Togo aussi, ces rails existent. Pour nous, on a enlevé les rails. Pour faire quoi? Je dis que je ne partage pas ça. Je ne le partage pas parce que c'est pas comme ça qu'on peut contribuer au développement du pays. Je veux dire que, excusez-moi, je suis fils d'un agent des travaux publics qui a travaillé à l'époque coloniale. Ils ont construit ce chemin de fer, il en a participé. Il a participé à la construction du pont Akaï. Il a été affecté à Kankan pour la construction du pont Milo, qui a pris fin en mars 1950, qui a été inauguré. Et c'est là. Donc ce pont aussi était à double destination, rail-route. Le chemin de fer est parti. Et autant de qui est responsable? Le chemin de fer est parti. Les avions sont partis. Et on réclame encore la tête de ce pays. Il faut être honnête, il faut être sincère. Merci. Et j'aimerais que ceux qui sont à la base de ça, ce n'est pas avec le professeur Alpha Condé qu'il faut discuter. Alpha Condé est le président de la République. Mais ils ont eu à gérer ce pays avec des cadres qu'ils ont commandés, que ces gens acceptent de s'asseoir devant nous pour qu'on discute les problèmes. Merci. Mais le professeur, il est président de la République, il est au-dessus, il est le président de tous les opposants et de moi qui vous parle. Il faut que ça soit compris. Je vous remercie. Merci à ces millions de téléspectateurs d'Évasion Guinée. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On se reprend la semaine prochaine, même fréquence. Bonsoir, où que vous soyez.